déjà freiner et amortir une partie de l'énergie. Vous avez posé la question sur 40 000 kilomètres. En fait, le principe, c'est un principe physique, c'est-à-dire que à partir du moment où quand vous décollez, vous avez de l'énergie, à un moment donné, l'énergie doit être restituée. C'est de la physique. C'est vraiment ça. Et donc, restituer l'énergie, ça veut dire qu'ils vont devoir rendre, je dirais, toute l'énergie de départ au décollage. C'est à peu près l'équivalent en puissance de 30 TGV. Vous êtes assis sur un siège, vous avez 30 TGV qui vous poussent. Et il va falloir restituer cette puissance-là. Et donc ça, c'est le freinage. Durant son entrée dans l'atmosphère terrestre. Interface 18 minutes pour rentrer entrer dans dans l'atmosphère. 18 minutes. Vous avez un visuel ici, piloté par télémétrie, la manœuvre d'Integrity, combustion de réorientation. Là, on pivote. Nous avons une bonne vision du module, voyons le soleil, puis la NASA. Roger. Copié. Gilles Davidovitch, jusqu'à quand on peut réajuster la trajectoire? Est-ce que ça... Alors, à peu près jusqu'à 120 km d'altitude. Ouais. Après, on va être vraiment en trajectoire, non contrôlée. En fait, ce sera sur sa lancée. Donc, c'est là où ça va freiner très, très fort et ça va chauffer très, très fort également. Donc, là, on va passer en gros de 120 km d'altitude à 60 km d'altitude avec un premier rebond, en fait, sans remonter. C'est vraiment pour dissiper l'énergie. Vous savez, c'est un peu comme quand on rentre après des prélèvements d'échantillons d'astéroïdes ou de comètes, on rentre très très vite dans l'atmosphère. Il faut dissiper cette énergie. C'est-à-dire qu'il faut freiner très très fort. C'est de l'énergie cinétique, il faut la dissiper. Et on va le faire sur les hautes couches de l'atmosphère. Donc ça va freiner très très fort. Ça va être entouré de plasma. Donc la capsule va être entourée d'un plasma. C'est pour ça qu'on n'aura plus les communications. On a exactement la même chose sur Mars. Si vous vous souvenez, à chaque fois que... Aussi chaude que la lave d'un volcan, j'ai lu, c'est ça? C'est deux fois moins chaud que le Soleil. Donc c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et ce sont des technologies, d'ailleurs, on reviendra sur ces technologies-là, les technologies de protection thermique du bouclier avant. Il y a très peu de pays dans le monde qui sont capables d'industrialiser ce genre de matériaux ablatifs. C'est très délicat, la navette spatiale. Alors on a quelques industriels en Europe qui savent faire ça. Ça descend à une vitesse. Bon. Les bribes de conversation, on essaie évidemment de suivre les moindres mots, le moindre mot prononcé par... Et en plus, lorsqu'il entre dans les... Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, donc dans 10 minutes, entrer dans l'atmosphère, c'est ça? L'atmosphère, c'est-à-dire la première partie de l'atmosphère, la ionosphère, qui est la partie la plus chaude. Il y a des températures très élevées dans la ionosphère, on dépasse les 1000 degrés quand même. C'est-à-dire qu'on a vu la capsule se détacher il y a quelques secondes du vaisseau Job Well Done. Ça, c'est la première étape. Oui. En revanche, c'est pas la plus périlleuse. Non, la plus périlleuse, ce sont les 13 dernières minutes, c'est-à-dire lorsqu'ils vont entrer dans la partie, ils vont entrer d'abord dans la ionosphère, ensuite ils vont arriver dans la stratosphère, et dans la stratosphère, c'est là où on va avoir ce réchauffement extrêmement important. On parle de 60 km à peu près d'altitude, où on va avoir ce réchauffement extrêmement important, et on va perdre le contact pendant 6 minutes. Ensuite, on descend à des altitudes plus basses et lorsqu'il va passer en vitesse, parce qu'il a ralenti en vitesse subsonique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son, en dessous de 1000 km/h, c'est là que vont se déplier les premiers parachutes et ensuite les autres parachutes qui feront l'amérissage en vérifiant bien qu'il soit bien incliné au moment où il va toucher la surface de l'eau. Pour faire monter le suspense, si je puis dire, le seul moment délicat pour la NASA, c'est l'accusation de ne pas avoir pris toutes les précautions. Or, la NASA a perdu 7 astronautes, on l'a dit, à bord de Columbia en février 2003, parce que justement au décollage, ils avaient perdu des tuiles de la protection pour la rentrée. Et là,
ça s'est pas très bien passé sur le test de Artemis 1, et ils ont gardé le même bouclier parce que ça décalait tout de 12 mois. Et certaines voix, on a assez peu entendu, disent attention, vous pouvez pas jouer à ça. Vous n'avez pas le droit de parier la vie des astronautes sur quelque chose qui est pas sûr. Alors, la NASA s'est défendue. Dont un ingénieur spécialiste de la partie. La NASA s'est défendue en disant attendez, on a pris des précautions, on a changé la trajectoire, ce que tu dis. On a aussi prévenu les astronautes et on leur a dit voilà ce que l'on va faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les astronautes ont dit oui, mais vous comprenez que ce petit incident entre guillemets de stratégie industrielle ou en tout cas technique reste pendant. Qu'on explique bien, ce bouclier finalement pendant Artemis 1 s'est abîmé, dès qu'il a perdu quelques tuiles. C'est pas, enfin il a perdu des morceaux. Ces morceaux auraient pu percuter la cabine, la capsule, et la rendre moins intègre. Et quand vous avez des hommes à l'intérieur, c'est une autre affaire. Donc, il peut y avoir des débris qui soient issus d'une combustion pas contrôlée, si je puis dire. Jean Serra, vous parliez de fissures, c'est ça? C'était des fissures, et en fait, c'est la partie sous le bouclier, entre la capsule et le bouclier, cette partie qui s'est consumée en émettant énormément de gaz, et c'est ces gaz qui ont fait faire avec une pression énorme, qui ont fait des fissures sur la partie bouclier, c'est-à-dire la partie externe. C'est ce qu'ils ont constaté une fois qu'ils ont récupéré la capsule. Dans 6 minutes maintenant, un peu moins de 7 minutes normalement, la capsule va rentrer dans l'atmosphère. On peut peut-être écouter, essayer d'écouter en tout cas la NASA. C'est encore, hein. Bon, 25. parachute cela se fera en plusieurs segments, succession rapide, une bonne vision de la Lune, plus petite que hier. Il doit rentrer à 53. Hein. Nous devrions y retourner. Ça, ce sont les astronautes qui parlent? Oui. C'est le Capcom qui doit parler. Là. Oui. Ils doivent rentrer dans la partie R. Nous venons d'entendre un échange entre les astronautes sur la vue de la Lune qu'ils ont dans les dernières minutes de cette mission qui sera finalisée avec un amérissage dans 20 minutes. Des parachutes seront utilisés pour ralentir la chute du véhicule. 2 autres parachutes d'appoint ralentiront la descente. Les parachutes déploieront les parachutes principaux. Il y aura donc 3 parachutes au total, d'une certaine taille, qui font plusieurs dizaines de mètres de longueur. Les parachutes vont ralentir le module, une vitesse de 35 fois la vitesse du son à quelques dizaines de kilomètres/heure au moment de l'amérissage. Il va plus vite que le 747. Hein. Le véhicule opère un roulis pour atteindre son altitude parfaite. La trajectoire de vol est nominale. 6 minutes donc, 6 minutes pendant lesquelles... Là, 7 minutes encore tranquille, et dans 7 minutes, il rentre dans la partie où... Et c'est là qu'on perd le contrôle pendant... Et c'est là où on va perdre pendant 6 minutes... Contact. Tout le contact, oui, pas le contrôle, le contact. Où l'on va retenir notre souffle. Qui reprend contact le premier? Est-ce que c'est les astronautes qui vont... Ils vont échanger en permanence jusqu'à ce que... C'est le sol qui contacte la capsule. Ouais. C'est le sol qui contacte la capsule. D'accord. Donc en relançant, j'imagine, plusieurs fois, ils savent qu'il y a 6 minutes. Exactement. Et au bout de 6 minutes, si personne ne répond, ça commence à être critique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La capsule, normalement, il y a aussi des systèmes automatiques qui vont émettre en fait un certain nombre de télémesures en permanence. Ça se faisait pas et ça se fait depuis les missions martiennes. Télémesures, pardon. Donc des télémesures, ça émet en fait. Il y a tout un ensemble de capteurs. Vous savez, il y a des centaines de capteurs, température, pression, vitesse. Ce qu'on voit à l'écran là. Est-ce que c'est le reflet des commandants? Est-ce qu'on se situe à un moment précis? Non, vous sauriez nous décrire ces images fournies par la NASA? On ne voit pas très bien. Pas très bien là-bas. On dirait un reflet peut-être. Ouais, on dirait que ça traverse un hublot.
Donc en fait, effectivement, un certain nombre d'automatismes, et y compris d'ailleurs les parachutes. Hein. Évidemment, tout ça est complètement séquencé avec des charges pyrotechniques, petites charges explosives. Ils vont se déclencher à des instants extrêmement précis, en fonction de la pression, de l'altitude surtout. Donc tout ça est parfaitement automatique, bien entendu. Hein. Si jamais, ça n'arrivera pas, mais si jamais les 4 perdaient connaissance, évidemment, il faudrait quand même que les parachutes s'ouvrent. Donc c'est complètement automatisé. Écoutons ces échanges encore entre le sol donc et la capsule. Bon, manifestement. C'était une combinaison, en tout cas, ça c'est un hublot, ça c'est une combinaison d'astronautes. Oui, vu de l'intérieur, oui. Les parachutes, c'est pareil, c'est très important. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays qui maîtrisent cette technologie-là. Hein. Vous imaginez ouvrir à des vitesses supersoniques un parachute sans qu'il s'arrache, sans que les filins s'arrachent. Enfin, c'est en dessous de la vitesse du son qu'ils ouvrent les parachutes. Oui, pardon, j'ai dit supersonique.